toutes et à tous, hein. Bienvenue dans ce tuto à maths dédié à Magritte. Alors aujourd'hui, on accueille Timothée Giraud, qui est ingénieur d'études CNRS au RIAT, hein, qui est un réseau qui soutient, enfin c'est une UMS CNRS, hein, qui soutient les projets de recherche liés aux questions d'aménagement. On a déjà reçu Timothée à plusieurs reprises, hein, dans des tutos et aussi dans des actions de formation, notamment pour ce qu'il fait en matière d'outils cartographiques, hein, que ce soit sur R avec le package cartographie, ou avec cette Magritte, hein, ce logiciel libre de cartographie en ligne. Donc merci beaucoup Timothée d'avoir accepté encore une fois de participer à ce tuto. Et du coup, on te laisse la parole pour nous présenter Magritte et toutes ces utilités et ces outils qui peuvent être accessibles au plus grand nombre. D'accord. Bah, merci Benoît. Alors tu m'as bien présenté. Je veux pas me représenter à nouveau. Effectivement, plusieurs personnes de notre labo ont déjà présenté des tutos. Et là, en fait, la dernière fois, c'était Mathieu Viry, qui était le développeur principal de Magritte, qui avait fait la présentation Magritte, qui n'avait pas été enregistrée, d'où ce deuxième tuto. Donc Magritte, c'est un logiciel de cartographie en ligne, un logiciel libre, qu'on a construit, qu'on a publié en 2017. Et alors, qu'est-ce que ce logiciel ? Le logiciel Magritte, c'est une application de cartographie thématique qui permet de créer des cartes et en partant du début de la chaîne de traitement, c'est-à-dire de l'import des données, puis le choix d'une représentation. On va choisir quel type de carte on va créer. On va la paramétrer en faisant des choix sémiologiques, des choix esthétiques, la mettre en page, et puis on peut enfin exporter des cartes ou les partager. Donc ce logiciel, comme j'ai dit, on l'a publié en 2017. C'est une application qui a été conçue initialement, on va dire en premier lieu, pour l'enseignement de la cartographie. En fait, on utilisait des logiciels qui commençaient à dater, qui n'étaient pas forcément très souples. Du coup, on s'est dit, il faudrait quand même quelque chose d'un peu plus moderne pour l'enseignement de la cartographie, pour faire ça bien et pour faire ça simplement. Alors, ceci dit, Magritte est aussi adapté à une utilisation professionnelle, c'est-à-dire qu'on peut faire des cartes qui peuvent tout à fait fonctionner hors enseignement, hors académie, et qui peuvent être... on peut utiliser Magritte en entreprise ou dans d'autres institutions. On a essayé de faire en sorte que Magritte soit compatible avec d'autres outils, en insistant sur l'interopérabilité. Alors ça va être des formats de fichiers qu'on va prendre en entrée et les formats de fichiers qu'on va sortir, les cartes elles-mêmes ou les projets, je reviendrai dessus. Et puis ensuite, et ça va avec le premier point, on a essayé de faire en sorte que la prise en main de l'application soit assez simple et qu'on n'ait pas besoin de fouiller dans trop de menus et que le déroulement de la création d'une carte soit assez intuitif. Donc on espère, et les retours qu'on a disent que c'est plutôt le cas, on espère que c'est le cas. Actuellement, nous savons que Magritte est utilisé dans ces universités qui sont affichées ici, alors que ce soit pour l'enseignement de la carto ou par les chercheurs directement dans l'université. Donc là, j'ai mis les institutions où j'étais sûr que nous avions des utilisateurs réguliers. Alors pour vous donner quelques chiffres, pour l'année 2020, on a eu 100 000 utilisateurs uniques. Donc ça commence à être un peu important. Par ailleurs, on a aussi donné des formations et donc on a créé des utilisateurs en dehors des universités, comme par exemple au Conseil de l'Europe ou dans une direction du CNRS, la direction internationale,
Et puis, on a régulièrement des demandes de formation. Alors, j'ai reçu la semaine dernière une demande de formation de la part de En Marche, le parti. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Magritte? Eh bien, on fait de la cartographie statistique ou cartographie thématique. Je vais utiliser les deux termes de manière indifférée. Donc, la cartographie, on peut faire des cartes simples, donc une carte de typologie. On va représenter des régions, des variables qualitatives. On peut faire des cartes de stock en symboles proportionnels ou des cartes correlées pour représenter des données de taux. C'est juste des exemples. On va faire le tour de ce qu'on peut faire avec Magritte. On peut combiner les représentations. Donc ici, à gauche, j'ai combiné des symboles proportionnels et une typologie. Et à droite, j'ai combiné des symboles proportionnels, une typologie, et on a coloré les symboles proportionnels avec une variable de taux, un peu comme une carte complète, mais à l'intérieur des symboles. Et puis on peut faire aussi, c'était un des objectifs, c'était via le logiciel, proposer des méthodes de représentation des données un peu plus originales, un peu moins fréquentes, comme par exemple les anamorphoses ou cartogrammes, ou les grilles de densité. Donc là, l'idée, c'est pas tellement de proposer de faire des traitements statistiques, des traitements d'analyse spatiale. On a orienté le truc sur créer des représentations originales. Ici, on a d'autres exemples. On peut faire des cartes lissées en utilisant la méthode des potentiels, ou des cartes de discontinuité où ce qu'on va représenter, c'est les frontières entre des régions, des polygones, et puis l'épaisseur de ces frontières va dépendre du différentiel d'une valeur de part et d'autre de cette frontière. Donc là, c'était vraiment un choix de proposer un peu autre chose que les représentations classiques de cartographie statistique. Alors, un autre point important, c'est que Magritte est une application libre qui s'inscrit dans le mouvement du logiciel libre. Et nous avons choisi une licence, la licence Cécile, qui est compatible GPL 3, et qui est une licence un peu maison qui a été créée par le CEA, le CNRS et l'INRIA. Donc ça, c'est pour la licence. Et puis ensuite, le code source, on l'héberge sur la plateforme GitHub pour pouvoir rendre public le code et puis éventuellement recevoir des contributions extérieures. Donc ça, c'était un point important, que de créer un logiciel libre qui soit transparent, ouvert, et voilà. Ensuite, l'autre choix qu'on a fait, c'est de faire une application en ligne. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait une application en ligne? En fait, c'est pour que cette application puisse fonctionner dans le navigateur et dans n'importe quel système d'exploitation. C'est-à-dire que l'appli fonctionnera de la même manière dans Linux, dans Windows ou dans macOS. Donc après, il faut utiliser un navigateur moderne et fonctionnel. Donc on va plutôt utiliser Firefox, Chrome ou Opera. Et puis les autres sont pas, on ne garantit pas le fonctionnement sur Edge, par exemple. Associé à l'application elle-même, on a créé une documentation complète en français, où en fait on a documenté chacun des menus, chacune des options disponibles dans l'application, dans une documentation en ligne. Donc là, j'ai mis plusieurs liens dans ma présentation, j'imagine qu'elle sera partagée sur le site de Maté. Donc c'est des liens directs vers les points que j'évoque. Donc ici, on va voir pour chaque type de carte quels paramètres sont mobilisables, comment est-ce qu'on fait pour joindre des données, importer, etc. Enfin, on essaie de documenter tous les points. Et associé au site, associé à l'application, on a aussi un carnet de recherche sur la plateforme Hypothèse. Je vais pas trop en discuter parce qu'en fait, on ne l'alimente pas trop actuellement. Mais bon, il y a quand même quelques ressources dedans sur des méthodes, des nouveautés, etc.
Et puis, c'est une application multilingue. Magritte est disponible en français, en anglais et en espagnol. Et si nous recevons de l'aide, on pourrait la traduire dans toutes les langues possibles. Mais pour ça, il faudrait qu'on reçoive des contributions. Alors, si certains d'entre vous ont envie de le faire, on peut voir ensemble. Mais l'infrastructure de l'application permet de facilement traduire dans une autre langue. Alors, voilà, ça c'est la présentation générale de l'application. Maintenant, comment est-ce que ça se passe concrètement? Je vous disais qu'on a essayé de créer une application qui était intuitive ou simple d'utilisation. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit les menus de manière à suivre un peu la chaîne de traitement de l'information géo qui va de l'acquisition des données à la diffusion en passant par l'analyse, les représentations, la mise en page, etc. Et donc ça se traduit dans l'interface par une suite de menus superposés. On va d'abord importer les données, puis choisir une représentation et gérer la représentation, puis ajouter des éléments d'habillage et de mise en page, et puis finalement exporter la carte. Donc, je vais vous passer rapidement ici les différents points. Donc tout d'abord, l'import des données. Donc là, je passe vite, hein, parce que ça c'est une première partie de présentation. Ensuite, je vais passer directement sur l'appli et je vous ferai des démonstrations de tout ce qu'on peut faire. Donc tout d'abord, pour commencer à créer une carte, il va falloir ajouter un fond de carte. Donc là, on pourra utiliser les formats de fichiers classiques, donc principalement le shapefile, mais aussi le GeoJSON, le GML, le TopoJSON ou le KML. Sachant que les formats les plus utilisés, ça doit être le shapefile et le GeoJSON. Et puis ensuite, on va pouvoir ajouter un jeu de données et puis joindre le jeu de données au fond de carte, comme dans tous les logiciels, enfin, la plupart des logiciels de carto. Et là aussi, on va accepter une série de formats différents, comme le CSV, le TSV, le XL, XLSX, et les formats Open LibreOffice. Une fois qu'on a importé les données, en fait, l'appli va les lire, et puis on va devoir typer les données. Alors, qu'est-ce que ça veut dire typer les données? Ça veut dire que pour chacune des colonnes de notre jeu de données, on va devoir indiquer, alors c'est fait un peu automatiquement, mais il va falloir le vérifier, on va devoir indiquer s'il s'agit d'un identifiant, d'une catégorie, d'un stock ou d'un ratio. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que, en fait, du type des données va dépendre les représentations qu'on propose. Parce que là, bon, c'est un court rappel, hein, l'idée c'est pas de faire un cours de carto, mais les données peuvent être catégorisées en différents types. On peut séparer les données qualitatives des données quantitatives, et puis dans les données quantitatives, séparer les données relatives, les taux, les indices, les ratios, et les données absolues, les stocks. Et en fait, en fonction du type de données, on va pouvoir mobiliser les variables visuelles. Donc les variables visuelles, c'est les manières de faire varier l'information visuelle. On va pouvoir en mobiliser certaines seulement en fonction du type. Donc, par exemple, on ne pourra pas, si on a typé une variable en ratio, faire des cercles proportionnels dessus. On ne pourra que faire des cartes choroplètes. Et l'inverse, si on a indiqué un stock, on ne pourra pas faire de cartes choroplètes dessus. Donc ça, c'est un choix aussi qu'on a fait fort pour toujours dans l'idée de forcer l'utilisateur à réfléchir au type de données qu'il utilise et donc au type de représentation qu'il va mobiliser. Donc ça, c'était un choix pédagogique qu'on a repris d'ailleurs du logiciel Flicarto. Donc ça, c'était la première partie, la première étape de la chaîne de traitement, l'acquisition des données. Ensuite, il y a la partie analyse et traitement. Donc, comment est-ce qu'on va calculer un taux, un indice de spécialisation, une ACP ou que sais-je? Eh bien, ça, c'est assez simple. En fait, Magritte ne le fait pas. Si vous voulez calculer ce genre d'indicateur, il faut le faire avec un logiciel qui est
dédié à la statistique ou à la statistique spatiale. Donc vous pouvez utiliser R, QGIS, LibreOffice, Excel, ce que vous voulez. Mais pas Magritte. Magritte, on essaye de rester dans l'idée on a des informations spatiales, des variables qu'on veut représenter, et on les représente. Pour les calculer, ça va être ailleurs. Même si je vais modérer ensuite un petit peu ce propos, mais en tout cas, c'était ça l'idée. Et puis finalement, on va choisir, une fois qu'on a importé les données, qu'elles sont typées, on va choisir via ce menu ici à l'écran, quel type de carte, quel type de variable visuelle on va mobiliser. Et donc on a représenté ça par des pictogrammes. Vous avez donc les figurés proportionnels, les cartes choroplètes, les cartes de typologie, des combinaisons. Donc là, c'est ici plutôt entre symboles proportionnels et choroplètes, symboles proportionnels et choraux. Et puis ensuite, les cartes un peu plus originales qui sont les cartes par carroyage, les cartogrammes, le calcul de potentiel et puis les discontinuités. Puis les pictogrammes, les liens et les cartes en gaufre. Donc voilà, maintenant je vais passer rapidement quelques exemples de cartes qui ont été conçues avec Magritte et qui sont d'ailleurs visibles dans la galerie qui est sur le blog de Magritte, un carnet de recherche. Donc ici c'est une carte en symbole proportionnel où ce qui a été mobilisé d'un peu particulier sur cette carte, c'est le choix d'une projection cartographique particulière, et puis des symboles proportionnels, et ensuite on a rajouté quelques labels pour les deux plus gros pays, l'Inde et la Chine. Je vais passer toute une série de cartes. Donc ici c'est une carte très simple où on a indiqué par commune le PCI d'appartenance, où on peut choisir les couleurs, choisir l'ordre des éléments dans la légende. On peut paramétrer beaucoup d'éléments. Alors ici, c'est une carte du taux de croissance annuel moyen, donc qui a été calculé ailleurs que dans l'application, où on va pouvoir choisir, par exemple, ici, les bornes de classe, l'épaisseur des frontières des pays. On a rajouté un petit ombrage sous le fond de carte de l'Europe. On a rajouté des graticules, là, les lignes qui indiquent les longitudes et les latitudes. On a rajouté une source, etc. Alors ici, on a utilisé une combinaison de variables visuelles en utilisant la taille et puis la valeur. On va représenter les données de stock par des symboles proportionnels. Et puis à l'intérieur des symboles proportionnels, on va représenter des plages de valeurs qui correspondent à une variable qui est discrétisée. Et là aussi, on a des options pour pouvoir discrétiser les variables qu'on représente. Alors ici, c'est aussi une combinaison où on va avoir une carte de la densité de population, une carte choroplète où on a choisi des bornes de classe précisément. Et puis par-dessus, on va rajouter des symboles proportionnels. Et puis vous voyez, en haut à gauche, on a rajouté un petit encart, un petit carton cartographique qui permet de situer la région qu'on étudie. Ça aussi, je montrerai un exemple tout à l'heure. Ici, c'est un exemple d'anamorphose où on a simplement modifié la taille des régions en fonction de leur population. Et ici, c'est une carte où on va utiliser une méthode d'interaction spatiale qui est la méthode des potentiels. On va avoir en fait, à partir d'une donnée qui est discontinue, c'est la position des cinémas. Ici, ce qu'on a, c'est l'accessibilité potentielle à un fauteuil de cinéma dans un voisinage. En fait, à partir de cette couche ponctuelle, on va créer une couche d'information continue où en chaque point du territoire, on va évaluer une accessibilité potentielle à un fauteuil de cinéma. Donc c'est une méthode qui est un peu compliquée. Il faut là du coup se référer à la doc pour en comprendre les subtilités. Je ne pense pas que je le détaillerai aujourd'hui. Là, ici, c'est une carte où on a transformé des données qui étaient des données régionales, où on avait des données de population par région, en un carroyage régulier sous forme d'hexagone, où en fait on a redistribué un stock dans une maille régulière.
Et puis ici, c'est un exemple d'utilisation de discontinuité, où en fait, on va représenter par une carte choroplète le PIB par habitant. Et puis, en rouge ici, on va faire apparaître en fait les frontières plus ou moins épaisses en fonction du différentiel du PIB par habitant de part et d'autre de la frontière. Donc voilà, pour la représentation, ça fait quand même toute une série de possibilités. Et en principe, on couvre les principaux besoins les besoins classiques en cartographie thématique, cartographie statistique, pour mettre en carte des variables. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'intéresser à la mise en page. Et la mise en page, ça va être choisir l'emplacement du titre, la couleur d'arrière-plan, le ratio de la carte. Et puis, on va pouvoir aussi ajouter toute une série d'éléments d'habillage. Donc, par exemple, on pourra rajouter des pictogrammes. Ce que j'ai mis, les petits pictos verts, en fait, ça indique dans l'application sur quel bouton il faut appuyer pour obtenir la fonctionnalité. Donc, par exemple, ici, c'est pour rajouter des pictogrammes. On peut rajouter des pictogrammes qui sont directement dans l'application ou sur votre ordinateur. On peut rajouter des graticules, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est les lignes qui indiquent les longitudes et les latitudes. Alors, c'est pas forcément très utile tout le temps de les utiliser. On peut rajouter un fond pour marquer l'emprise de la Terre et pas seulement les continents. Puis on peut rajouter des flèches, des ellipses ou des carrés, et des annotations, c'est-à-dire qu'on peut rajouter du texte un peu partout sur la carte. Donc c'est ce que j'ai mis ici, une annotation, et puis la source et l'auteur là. Et puis ensuite, là, je l'ai mis en bas de la carte, parce qu'en fait, sur une carte du monde, indiquer le nord, ça n'a pas vraiment de sens, parce que le nord, en fait, sur cette carte-là, par exemple, il va pas avoir la flèche ne devrait pas pointer au même endroit partout. Et puis pareil pour la légende, à gauche, j'ai rajouté une légende, mais sur une carte du monde, une légende, pardon, excusez-moi, une échelle. Cette échelle, en fait, elle est valable qu'en un point donné de la carte et pas pour toute la carte. Donc ça, il ne faut pas créer de carte du monde avec une flèche nord et une échelle. Mais cependant, on peut le faire à d'autres échelles de représentation régionales ou locales. Une fois qu'on a créé une carte et qu'on en est content, on peut exporter celle-ci dans plusieurs formats. Et alors tout d'abord en PNG, où là, c'est un format qu'on appelle raster, c'est-à-dire que c'est des images composées de pixels qu'on va pouvoir publier sur le web ou mettre dans des rapports à imprimer, etc. On va pouvoir choisir la hauteur et la largeur de la figure qu'on exporte. Et puis sinon, on peut aussi faire des exports en SVG, ce qui permettra d'utiliser des logiciels de dessin vectoriel pour modifier et peaufiner la carte ensuite. C'est-à-dire qu'on peut faire la mise en carte d'une variable statistique, le passage un peu compliqué, faire un petit peu de mise en page, et puis ensuite passer sous Inkscape ou Adobe Illustrator pour peaufiner la carte, bien aligner les titres, etc. C'est-à-dire qu'on peut, si on veut, poursuivre la création de la carte dans un autre logiciel de dessin vectoriel. Ensuite, certaines fonctionnalités, certaines représentations qu'on peut utiliser dans Magritte vont produire de nouveaux fichiers spatiaux. Par exemple, quand on va construire une anamorphose, on va déformer les régions et ça va créer une autre couche. Si on a besoin d'utiliser cette autre couche dans un autre logiciel, donc par exemple sous QGIS, on peut exporter certaines de ces cartes produites dans un format de données spatiales comme le shapefile ou le GeoJSON. Et puis ensuite, et ça j'y reviendrai plus en détail tout à l'heure, on peut aussi enregistrer un projet Magritte, c'est-à-dire qu'on va construire une carte avec Magritte,
Et puis, on pourra l'enregistrer pour pouvoir la reprendre plus tard, pour pouvoir la diffuser, pour pouvoir la partager avec des collègues. Et donc, on peut l'enregistrer et la réouvrir ensuite plus tard. Donc ça, je ferai une démonstration tout à l'heure. Donc voilà, là j'ai fini la présentation générale de l'application. J'ai mis j'ai mis l'adresse de l'application qui est magritte.cnrs.fr. C'est une application qui est donc dont le code source est disponible sur GitHub. Donc j'ai mis l'adresse du repo GitHub aussi. J'ai mis l'adresse de la présentation que je viens de faire maintenant. Donc c'est cette deuxième adresse là, rcarto.github, etc. Et puis après, j'ai mis mon blog et mon adresse sur Twitter. Donc j'ai mis à vous, mais en fait, ça va être à moi maintenant de passer à une démonstration. Alors attends, du coup, à toi, pas forcément tout de suite. Peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, je ne sais pas du tout qui est présent là dans ce tuto. S'il y a des non-géographes, n'hésitez pas à revenir sur des points de détail, sur du vocabulaire qui a été utilisé. Parce que du coup, moi en tant que sociologue, si j'avais pas eu plusieurs présentations de Magritte ou si j'avais pas collaboré à plusieurs sessions de travail avec mes camarades géomaticiens ou cartographes, il y aurait plein de choses que j'aurais pas compris. Donc, si vous avez, n'hésitez pas vraiment des questions de détails, de vocabulaire, de revenir sur l'ensemble des cartes qui a été présentées. S'il y a besoin de précision pour avancer, allez-y, c'est le moment. En tout cas, du coup, merci Timothée pour cette première présentation et première partie. En tout cas, moi j'ai posé une question tout de suite parce qu'en fait, j'ai l'impression que Magritte a beaucoup évolué depuis ses premières versions en 2017. Notamment sur les fonctions avancées, j'avais pas souvenir qu'il y en avait autant d'outils qui étaient disponibles. Et est-ce qu'il y a une feuille de route un peu plus ou moins officielle de Magritte? Est-ce qu'il y a des choses qui vont évoluer dans un avenir proche ou pas? Non, pour l'instant, on n'a pas de feuille de route précise. Alors, ça, je pense que c'est une discussion qu'on pourra avoir à la fin sur l'avenir de Magritte. Et il y a Manuel qui voulait poser... Ouais. Oui, excuse-moi, tu voulais Non, continuer, Timothée? Manuel, peut-être que tu peux ouvrir ton micro? Oui, bonjour, merci pour la présentation. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Moi, je suis non-géographe, hein, j'utilise Magritte, qui est un logiciel que je trouve extraordinaire, et je vous remercie beaucoup d'avoir conceptualisé. Je l'utilise vraiment, j'ai un usage extrêmement très, très, très limité. Vraiment très limité, je sais pas comment le dire autrement. Et j'ai juste une question rapide, j'en ai deux. La première, c'est est-ce que vraiment parce que ce que ça me fait apprendre, ce que vous avez dit, c'est surtout qu'il faut que je me plonge vraiment dans l'appli pour en exploiter toutes les potentialités. Donc si vraiment tout est bien expliqué dans les tutos, écrits que j'ai jamais vraiment ouvert en fait, et que vous avez présenté, je crois, à un moment. Je veux savoir si toutes les fonctionnalités vraiment étaient expliquées ou pas. Et ma deuxième question, c'est juste qu'est-ce qu'on peut modifier concrètement en passant sur Inkscape quand on l'exporte en SVG. Je ne l'ai jamais fait et donc ça m'intéresse. Merci beaucoup. Alors d'abord, oui, effectivement, en principe, tout est expliqué dans la documentation. C'est-à-dire qu'on a essayé d'être un peu systématique et de détailler les paramètres. Après, s'il y a des manques, il faut nous les remonter. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai pas dit là, mais comme c'est un logiciel libre et gratuit, en fait, la contrepartie pour nos utilisateurs, c'est un peu un devoir moral, c'est que vous utilisez un logiciel libre et gratuit. Peut-être que de votre côté, c'est à vous de faire remonter s'il y a des problèmes, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Ça sera votre contribution et c'est un peu la contrepartie à l'utilisation. C'est essayer d'embarquer les utilisateurs dans la construction de l'outil. Et la deuxième partie était sur qu'est-ce qu'on fait ensuite avec Inkscape. En fait, on peut tout faire. C'est-à-dire que dans Magritte, vous allez réussir à dire telle région, je vais
classer mes régions en une série de couleurs qui se suivent, mais ensuite, vous pourrez changer toutes les couleurs d'un seul coup dans Inkscape, vous pourrez aligner les légendes sur le côté, rajouter un logo, mettre des effets de flou, enfin, là, on est dans le côté design, en fait. C'est-à-dire que la carto, là, avec Magritte, on va pouvoir, on est bon au niveau statistique. Et puis ensuite, au niveau design, on va pouvoir aller plus loin avec des logiciels de dessin vectoriel et faire des figures qui sont plus léchées. Donc c'est tout ce qu'on peut faire avec. Mais juste pour qu'on ait une idée, excuse-moi, ouais, ce que tu nous as montré, c'est léché derrière avec des logiciels de dessin vectoriel, ou c'était brut de sortie, Magritte? Alors c'était quelque chose de très important pour nous. Tout ce que j'ai montré, c'est les sorties de Magritte. On n'est jamais passé derrière. Parce que ce serait un peu trompeur de présenter ces images alors qu'en fait elles ont été modifiées avec un autre logiciel. Alors c'est impressionnant. Ouais. Et je ne sais pas si tu as accès au chat, Timothée, mais donc je continue. Ouais. Il y a une autre question. Alors, comme le disait Benoît, hein, c'est toute une terminologie à laquelle il faut s'adapter. Et donc, il y a Victoria qui pose 2 petites questions liées l'une à cette terminologie. C'est ce qu'est une carte lissée, parce que, a priori, Victoria n'est pas géographe et donc aimerait bien avoir une définition rapide de la carte lissée. Et autre question, c'est qu'est-ce qu'il faut éviter quand on utilise Magritte? Quelles sont les choses vraiment à éviter quand on veut faire une carte et qu'on n'est pas géographe? Alors, ouais, très bien. Une carte lissée. J'ai juste une complémentaire à la deuxième, donc je la pose en même temps, parce que j'avais noté quasiment la même, qui est est-ce qu'il y a des erreurs sémiologiques qui vont être empêchées par le logiciel? C'est-à-dire que par exemple tout à l'heure tu disais on peut pas mettre une légende sur une carte comme ça, quoi, une échelle sur une carte comme ça n'a de sens que sur un point. On ne devrait pas pouvoir mettre le signe nord puisque ça n'a pas de sens non plus, etc. Et donc est-ce que Magritte parfois nous empêche de faire des erreurs pour les non-cartographes, ou est-ce que Magritte nous laisse faire toutes les erreurs que l'on souhaite? Ok. Alors une carte, oui, une carte lissée. Véronique Méliot. Mathieu Ly à l'appareil. Je travaillais au département de géographie de l'Université de Poitiers. Il faut couper le micro du camarade qui téléphone. Il s'appelle Mathieu. Je suis désolé. Merci. Je crois qu'on peut le faire nous-mêmes. Alors une carte lissée, en fait, ça va être une carte où on va représenter une information qui contient une information sur son voisinage. Donc, par exemple, je vais créer une carte de la population des communes, mais à chaque commune, en fait, ce que je vais utiliser, c'est la population de la commune et puis la moyenne de la population des communes d'à côté. En fait, le principe de la carte lissée, enfin en tout cas tel que c'est fait dans Magritte, hein, parce qu'il y a plusieurs moyens de lisser, mais c'est de prendre en compte le voisinage. C'est-à-dire qu'on va utiliser les valeurs des régions voisines pour définir les valeurs en un point. Et ça va lisser, c'est-à-dire que ça va étaler en fait les données et les répartir un peu autour des valeurs centrales. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais pour le coup, c'est un point un peu... c'est un peu compliqué de stats, en fait. Pour la deuxième partie, sur les choses à éviter quand on utilise Magritte, alors il y a une chose à éviter, c'est, mais je crois que l'appli vous le dit, c'est d'utiliser des trop grosses bases de données. Si vous utilisez toutes les communes d'Europe avec une base de données qui contient 400 colonnes, en fait, l'appli, elle ne va pas fonctionner. Elle ne va pas fonctionner quand elle est en ligne, parce qu'on a pas mal d'utilisateurs, et du coup, il faut limiter le trafic et puis la puissance de calcul allouée à chacun. Donc, mais pour la plupart des données qui sont envoyées dans l'appli, ça fonctionne bien, et c'est très rare que Magritte vous limite de ce côté-là. Donc ça, c'est une limitation technique. Après, en principe, pour les questions de sémiologie, on a un garde-fou, c'est le typage des données. Les choses à éviter en carto, du point de vue de la sémiologie, c'est de mal représenter une donnée, donc représenter une donnée par une variable visuelle
qui n'est pas la bonne. Donc, par exemple, les stocks, les données de stock, les données qu'on peut additionner et qui font sens, donc par exemple la population totale, si j'additionne la population de 2 communes, on est sur une valeur qui a un sens, donc ça c'est une donnée de stock. On va pouvoir la représenter par une variable de taille, donc par des symboles proportionnels, et pas par des couleurs différentes ou par une variation de valeur. Donc ça, c'est les règles de la sémiologie telles que définies par Bertin en 1953, puis ensuite toute une littérature sur le sujet. J'ai pas mis ça d'ailleurs ici. C'est vrai que j'ai pas du tout orienté la présentation cartographie, théorie de la cartographie. Donc je rajouterai dans la présentation un petit peu de biblio sur des manuels de cartographie, de sémiologie, de stats simples. Je rajouterai cette partie-là. Et donc, en typant les données, on évite ces problèmes. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, une donnée de stock, l'application ne vous proposera que les symboles proportionnels et pas les couleurs, par exemple. Donc, c'est ça, principalement, les garde-fous qu'on a. Et c'est ça, les erreurs principales qu'il faut éviter. Après, c'est des conseils plus généraux, mais il faut essayer de ne pas surcharger la carte. Par exemple, on aura, en débutant en cartographie, on aura tendance à vouloir rajouter un maximum d'informations sur une carte, alors qu'en fait, la plupart du temps, ce qui est le plus simple, c'est de faire 2 cartes ou 3 cartes, et quitte à ce qu'elles soient un peu plus petites, ça prendra la même place dans votre support, mais il vaut mieux multiplier les cartes que surcharger une carte qui sera moins lisible. C'est un conseil juste comme ça. On n'a pas bloqué le fait de mettre une échelle et une flèche nord sur les représentations à l'échelle du monde. On aurait pu, je pense. Et voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Pour la première, oui, en tout cas. Et là, Victoria est en train... Oui, tout à fait, elle te remercie. Alors, Magritte est disponible uniquement en ligne ou également en version locale. Alors, Magritte est disponible en ligne sur l'adresse magritte.cnrs.fr. Mais en fait, il est possible d'héberger soi-même une instance de Magritte. C'est-à-dire que dans votre institution, vous pouvez dire, eh ben, on va installer Magritte, nous aussi, où on mettra d'autres jeux de données d'exemple, et où on modifiera trois bêtises, la page d'accueil ou je sais pas quoi. Et là, vous aurez votre instance de Magritte, auquel nous, on n'aura pas accès, pas de droit de regard, pas d'accès du tout. C'est une question qui m'est souvent posée, en fait, par des gens qui bossent en entreprise, et disent, oui, mais voilà, nos données, elles sont super confidentielles. Et en fait, on peut installer Magritte sur son propre serveur, sans aucun lien avec nous, et avoir une copie conforme du logiciel sur votre serveur. Alors, sur votre serveur, c'est en ligne, en local, mais on peut aussi le faire sur sa propre machine en utilisant ce qu'on appelle les containers Docker. Donc là, on est sur un truc, on commence à être un peu dans des questions spécialisées, mais c'est pas si compliqué que ça. On avait fait un tuto à l'époque, alors je pense que maintenant il est plus d'actualité parce que les technos évoluent. Cependant, on peut, sur sa machine, mettre une instance de Magritte en local et où on n'a pas besoin d'Internet, du coup. Voilà. Timothée, sur cette question, je vais te poser la question autrement. Est-ce que vous incitez, par exemple, les universités à plutôt créer des instances locales pour l'enseignement? Est-ce que, parce que j'imagine quand même que le serveur doit être assez sollicité, hein, tu parlais quand même de 100 000 utilisateurs uniques là-dessus. Est-ce que vous avez des recommandations quand même, dans la mesure du possible, à installer des versions locales ou pas? Et ben, c'est ce qu'on voulait au début. C'était plutôt que les gens s'emparent du logiciel et en fassent des copies. Sauf qu'en fait, c'est très pratique d'avoir un service qui est maintenu par quelqu'un d'autre, quoi. Donc les gens utilisent plutôt notre serveur. Mais je sais que, par exemple, à l'université de Toulouse 2, ils ont leur propre serveur de Magritte, et c'est là-dessus qu'ils donnent les cours, etc. Donc là, on n'a pas de lien, ils ont simplement copié le code et ils l'ont hébergé chez eux, et c'est ça qu'ils fournissent à leurs étudiants. Et c'est très, très possible, très facile. Eh bien, d'accord.
du coup, je pense qu'on a fait le tour des premières, de la première série de questions. Je te propose de reprendre la main là, sur la suite de la session et puis du coup de nous présenter Magritte en fait et en acte par quelques expériences, par quelques démonstrations. Merci. Alors allons-y. Alors là, j'ai tapé dans mon navigateur magritte.cnrs.fr et je suis arrivé sur la page d'accueil de l'application où, bon voilà, c'est une page un peu bateau où on explique ce que c'est que ce logiciel en indiquant les liens utiles sur où se trouve le repo GitHub pour contribuer, le manuel de l'utilisateur, le carnet de recherche, etc. Bon, c'est la porte d'entrée de l'application. Ensuite, je vais cliquer sur démarrer, tout simplement. Et puis, on va me proposer de créer un nouveau projet, de partir sur un nouveau projet, je vais dire oui. Et j'arrive sur une carte du monde où, en fait, bon, je peux me déplacer un peu, je peux zoomer. Vous voyez, en bas à droite, j'ai quelques boutons de navigation, plus, moins, la flèche, etc. Je ne peux pas faire grand-chose. Donc je vais partir du début. Et comme pour l'instant, je n'ai pas d'objectif, là, je suis un peu comme vous, j'ai envie de tester l'application. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner un fond de carte d'exemple. En fait, dans ce menu ici, on a une option sélection d'un fond de carte d'exemple où on a rajouté un certain nombre de fonds de carte. Donc, par exemple, les communes du Grand Paris, les quartiers administratifs, les communes de Martinique, les États fédéraux du Brésil, les NUTS 2, les pays du monde, etc. Donc là, ce que je vais faire, je vais tester l'application sur les pays du monde. Donc, c'est des jeux de données qu'on a constitués nous-mêmes, où on a rajouté quelques variables à représenter pour pouvoir justement tester l'application sans avoir des données a priori sous la main. Ensuite, un menu apparaît et me demande si je veux utiliser cet exemple comme le fond de carte principal. Et là, je vais dire oui. Confirmation. Le résultat ajouté à la carte. Donc ça, c'est toutes des étapes qui permettent d'être sûr que tout se passe bien. Et puis ensuite, apparaît ce menu de typage des données, où je vais avoir en fait accès aux différents champs qui composent ma base de données spatiale. Donc j'ai d'abord toute une série d'identifiants, les codes ISO, les noms en français, en anglais. J'ai une variable qui s'appelle UN région, qui est en fait la catégorisation en régions des pays du monde par les Nations Unies. J'ai une variable qui s'appelle growth rate, qui va être donc le taux de croissance des pays, une variable pop density, qui est la densité de population, et ces deux variables-là sont des variables de ratio. On n'est pas sur des stocks, on est sur des taux ou des rapports. Donc ici, je vais choisir la catégorie ratio. Et puis ensuite, j'ai deux variables de stock qui sont la population totale et James Bond, c'est donc le nombre de fois où James Bond a visité le pays dans sa filmographie. Je confirme. Et là, voilà, je me retrouve avec cette carte, le fond de carte que j'ai importé. Ensuite, alors ma première idée, c'est que je vais faire une carte de la population totale des pays. Donc je vais prendre ici, je vais cliquer sur ce menu réalisation d'une carte de stock. Et là, apparaît ensuite le menu qui correspond à cette représentation, où je vais pouvoir choisir le champ sur lequel que je vais vouloir cartographier, la taille des cercles que je vais représenter, si je veux représenter des cercles ou des carrés,
Et j'ai la possibilité de représenter des cercles de plusieurs couleurs. Puis, la couleur. Donc là, je vais faire des cercles. Ah, là, je vous perds, c'est des menus contextuels que j'ai pas, mais disons que vous n'avez pas à l'écran. C'est un menu de sélection des couleurs. Et ça dépend des navigateurs, c'est jamais le même, mais c'est ce qui permet de rentrer le code hexadécimal de la couleur, etc. Donc là, je vais choisir un rouge un peu foncé. Et puis, il y a nom du résultat. Et là, on peut rentrer un nom informatif. Population des pays. Et j'appuie sur dessiner le résultat. Et voilà. En fait, comme ça, j'ai déjà une carte où j'ai déjà représenté la population des pays sur une carte. Et je peux m'arrêter là si je suis dans quelque chose, dans un travail exploratoire, j'ai envie de représenter une variable, je l'importe, hop, je la cartographie, et puis c'est fait. Bon, alors je vais essayer d'aller un peu plus loin aujourd'hui, parce que sinon, vous n'êtes pas venu. Et ici, ce que je vais rajouter, en allant dans cette option gestion des couches, dans ce menu gestion des couches, je vais pouvoir modifier la manière dont s'affiche chacune des couches. En fait, chacune des variables qu'on va représenter, chacun des fonds de carte, vont être des couches qui vont se superposer les unes au-dessus des autres. Donc ici, ce que j'ai, et on va pouvoir afficher et cacher ces couches. Donc par exemple, je vais pouvoir cacher les cercles en appuyant sur le petit œil ici. Et si on appuie sur les roues crantées, qui est à chaque fois devant chacune des couches, on va pouvoir avoir accès aux options de représentation de ces couches-là. Donc ici, je vais changer la couleur du fond des pays et des frontières des pays. Et puis je peux changer l'épaisseur des frontières. Voilà. Donc là, on peut changer plusieurs options. Si finalement je ne suis pas content du rouge que j'ai choisi, je peux le changer ici et mettre une autre couleur à mon goût. Donc voilà, là c'est comment est-ce qu'on représente rapidement une variable de stock. Ensuite, on va pouvoir jouer sur l'habillage et la mise en page. Et ici, je vais rajouter un titre. J'ai rajouté un titre qui s'est affiché en haut. Je peux le déplacer. Et puis si je double-clique dessus, j'ai accès à plusieurs options que je peux modifier. Donc par exemple, je peux mettre en gras et utiliser une autre police. Il y en a plusieurs qui sont disponibles. Je peux agrandir sa taille. Voilà. Ensuite, si par exemple j'ai besoin d'insérer cette carte sur une page web, et puis on me dit, bon ben voilà, l'espace que tu as disponible, c'est 800 pixels de large, et puis en hauteur, peu importe. Ici, je vais pouvoir rentrer la largeur de la carte en pixels. Je vais mettre 1000. Et la hauteur. Je vais mettre 900. Bon, alors vous voyez, ça a coupé ma carte. Ce que je peux faire ici, en revenant dans Gestion des couches, c'est utiliser ici cette petite loupe avec un carré à l'intérieur, qui va en fait permettre de centrer sur une couche en particulier. Donc ici, j'ai centré sur la couche des pays. Là, je me rends compte qu'en faisant ça, ma carte est un peu trop grande, donc je vais mettre plutôt sur moins de pixels. Voilà, là, je ne suis pas trop mal. Je déplace le titre. Alors, on voit que la légende ici, il y a marqué Pop Total. C'est pas idéal, donc je peux double-cliquer sur la légende et puis rajouter un titre à ma légende.
Voilà. Il va manquer encore un certain nombre d'éléments sur cette carte, comme par exemple les sources et l'auteur. Donc ici, je peux aller en bas et ajouter des éléments d'habillage. Donc là, je vais cliquer sur annotation de texte. Je clique n'importe où. Et là, j'ai une boîte où je peux saisir du texte. Et là, je vais indiquer source UN Data 2005, j'en sais rien, je sais, hop. Auteur. Ça, je peux le mettre dans un coin de ma carte comme ça. Je vais pouvoir aussi rajouter l'emprise des océans. Ça peut être utile d'avoir pas des pays qui flottent dans l'espace, mais de rajouter l'emprise des océans. Et puis, je vais pouvoir rajouter aussi des graticules. Donc, vous voyez ici, j'ai rajouté 2 éléments qui se sont en fait rajoutés ici dans la gestion des couches. Et je peux les déplacer. C'est-à-dire que, par exemple, les graticules, là, pour l'instant, ils sont au-dessus des pays. Et en fait, ils cachent un peu l'information sur les pays. Donc, je peux les baisser en les déplaçant comme ça. On peut glisser les couches les unes au-dessus des autres. Et là, maintenant, ils sont en dessous des pays. Et puis, si je veux modifier certaines choses sur ces graticules, j'ai accès à un menu où je vais pouvoir avoir l'espacement entre les lignes. Donc là, je vais pouvoir mettre un espacement un peu plus large pour avoir moins de graticules. Je peux changer leur couleur. Je vais mettre en blanc. Oh non, en blanc, on ne voit rien. En rose, un peu. Et puis, j'ai aussi une information sur une couche qui s'est rajoutée avec l'emprise des océans. Et là, je peux aussi modifier la couleur de celle-ci. Une fois que je suis content avec cette carte-là, je peux aller l'exporter ici en SVG ou en PNG. Je vais faire exporter. Et donc, ça m'a créé ici. Alors, évidemment, ça m'a créé ici cette figure-là, ce PNG, que je peux insérer dans le document de mon choix. Alors, quelque chose qui est assez utile quand on travaille à cette échelle, à une échelle planétaire, je vais faire un nouveau projet. Donc, vous voyez ici, je vais cliquer ici sur création d'un nouveau projet. Alors, attends, juste, comment Ouais. La légende, là, je pouvais avoir des ronds qui n'étaient pas à 1,356 milliard, mais à 1 milliard tout rond, ou des choses, et 200 millions, des choses comme ça, ou pas? Ouais, alors je te le montre tout de suite. Non, mais je... Si, ça va dans le... Donc ici, je vais repartir, je vais faire à peu près la même chose. Donc je le refais, je sélectionne un fond de carte d'exemple, je rajoute les pays du monde. C'est mon fond de carte principal, toujours. Je vérifie encore, ça c'est à chaque fois qu'on importe un fond de carte, on doit vérifier ça, le type des données. Je confirme. Je veux faire une représentation, la population totale. Cette fois-ci, je vais faire des carrés plutôt proportionnels. Je ne change pas la couleur, hop. Et je dessine le résultat. Ok, comme tu le disais, les bornes les valeurs de cercle indiquées, c'est 800, 21 millions, 63 517, etc. C'est pas lisible du tout. Donc, ce qu'on peut faire, en double-cliquant sur la légende et en allant sur personnaliser les valeurs des symboles, on peut mettre des valeurs un peu plus, plus lisibles, quoi. Ici, je vais mettre 21 millions. Je crois que je me trompe en nombre de zéros. Ici, je vais mettre 300 millions. Je vais mettre 10 000. Et je confirme. Et là, ici, je me retrouve avec une légende qui est carrément plus
qui est devenu lisible. Très bien. Moi, ce que je voulais faire ici, vous montrer une autre possibilité, c'est dans le menu dont je n'ai pas encore parlé, mais qui se trouve en haut ici. On va pouvoir changer la projection utilisée. Alors, qu'est-ce que c'est que la projection? La projection, c'est l'opération qui permet de passer de données qui sont sur une sphère, vu que la Terre peut être assimilée à une sphère, au plan, parce qu'on représente tout en 2 dimensions sur un plan. Donc, pour faire ça, on va projeter les données, et il y a 1000 manières de le faire. Et dans Magritte, on propose plusieurs projections classiques. Donc, par exemple, la projection de Mercator, celle que vous connaissez, qui est assez fréquente. On peut utiliser la projection de Robinson. Je vais rajouter ça, voilà. Et puis, du coup, en allant sur plus d'options, en fait, on a toute une liste d'options de projection qu'on peut filtrer par la nature de la projection, parce qu'une projection, elle peut conserver les distances, conserver les angles, un peu des deux, avoir plusieurs paramètres. Il y a plusieurs manières de le faire, donc par un cône, un cylindre, un pseudo-cône, etc. Je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais disons qu'on peut reprojeter les données, par exemple. C'est la projection de Bohn qui permet de reprojeter la Terre dans un petit cœur. Et puis ces projections ici, en fait, on peut les paramétrer. C'est-à-dire qu'on peut changer le centre, ce qu'on appelle le centre de la projection. C'est-à-dire on peut avoir accès à... On peut déplacer. C'est-à-dire si mon intérêt cartographique, l'intérêt de ce que je cartographie, c'est surtout intéressant dans ce qui se passe en Asie, je vais modifier un petit peu la projection pour qu'elle soit centrée sur l'Asie. Et grâce à ce menu, on peut paramétrer ça comme ça, par exemple. Ici, mon intérêt, c'est l'Inde et la Chine. Je vais pouvoir centrer ma carte sur l'Inde et la Chine. Autre chose que j'en profite pour... En fait, je montre plein de petites astuces au fur et à mesure. Et puis des choses plus importantes. Mais là j'en suis à quelques petites astuces. Par exemple, si quand on est sur les cercles proportionnels, ou les figurés proportionnels, disons, on a ici dans les options génération de labels pour cette couche. Donc, je vais cliquer dessus. Et en fait, je vais pouvoir utiliser ce que je vais faire ici, c'est que je vais dire, je vais afficher le champ name.fr, donc c'est les noms en français, et je vais filtrer les labels selon la valeur d'un champ. Donc je vais afficher les noms des pays dont la variable pop total est supérieure à, donc là j'ai mis 1 million, mais c'est pas ça, c'est 1 milliard. Je confirme. Et donc là, ça m'a rajouté ici, sur l'Inde et la Chine, qui sont les 2 pays avec une population dépassant 1 milliard, des labels. Et ça a créé dans mes couches, une couche de labels. Alors le nom qui est choisi n'est pas terrible, je peux le changer ici, quand je clique sur les options de la couche. Et puis je peux changer leur taille, leur couleur, et la police utilisée. Et puis enfin, je peux les déplacer individuellement, si jamais ils ne sont pas exactement placés là où il faut. D'accord? Ce que je peux faire aussi, en allant sur la couche des cercles proportionnels, c'est autoriser le déplacement des symboles. Parce que par exemple, quand je fais une carte, alors je vais réutiliser une projection plus classique. Bon, malheureusement, je l'ai déplacé complètement. Mais ici, le symbole de la population de la Russie est placé
en plein milieu de la Sibérie. Donc ça peut être utile de prendre le symbole et de le déplacer à un endroit un peu plus proche du centre de population du pays. Pareil pour la Chine. Voilà, on peut faire des choses comme ça. Et puis quand on bouge le symbole, il y a un petit point rouge qui apparaît qui montre d'où il vient. Donc si on s'est emmêlé les pinceaux et qu'on a bougé tous les points, en cliquant sur un point, on voit d'où il vient. Et puis on a une option de remise à zéro de la position des symboles. Voilà, c'est quelques petites astuces comme ça. Alors, depuis tout à l'heure, je suis en train d'utiliser un fond de carte d'exemple. Et en fait, c'est super rare qu'on ait réellement besoin d'utiliser ce fond de carte d'exemple. La plupart du temps, vous aurez vos données propres et vous devrez les importer, que ce soit le fond de carte et les données associées. Ce sera à vous de le faire plutôt. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais créer un nouveau projet. Et puis, je vais importer un fond de carte et des données. Donc, les données que j'ai en ma possession, c'est des données sur les communes du département de la Haute-Garonne. Et j'ai un fond de carte des communes du département de la Haute-Garonne. Donc ici, ça va se passer dans « Ajout d'un fond de carte ». Là, ça a ouvert un menu que vous ne voyez pas à nouveau, mais c'est un menu de sélection de fichiers classique. Donc, il s'agit de sélectionner les fichiers dont on a besoin. J'utilise le format shapefile, donc je sélectionne 4 fichiers et je l'ouvre. Il s'agira de mon fond de carte principal. C'est un fond de carte qui contient une projection particulière qui n'est pas forcément dans Magritte, mais Magritte peut le comprendre. Donc, il me demande, est-ce que je veux utiliser cette projection particulière? Je vais dire oui. Et puis ensuite, comme d'habitude, j'ai le typage des données. Dans ce fond de carte, je n'ai que 2 champs, un champ d'identifiant et un champ de nom. Donc, les deux sont mis en identifiant, ça va très bien. Et voilà. Donc là, pour l'instant, représentation possible, pas grand-chose, parce qu'il faut importer les données. J'ai par ailleurs un jeu de données au format CSV, qui est d'ailleurs un format de données à privilégier quand on veut transmettre des données d'un logiciel à un autre. Format simple, textuel, plat. Donc je vais ajouter ce jeu de données. Donc là, pareil, ça a ouvert un menu, j'ai cliqué dessus et ça me propose ça. Et ici, j'ai un fond de carte et un jeu de données ont été fournis. Les joindre maintenant. Alors je vais dire oui. Et c'est là où je vais pouvoir faire le lien entre mon fond de carte et mon jeu de données externe. Alors je vais faire le lien sur un champ commun, une colonne qui est commune aux deux, au fond de carte et aux données. Je vais pouvoir le sélectionner ici. Donc la colonne INSECOM dans mon jeu de données géométrique va correspondre à ma colonne INSECOM dans mon jeu de données attributaire. Joindre les données, oui. Et là, j'ai une indication validée. Si jamais j'avais eu une incohérence entre mon fond de carte et mes données, en fait, dans Magritte, on aurait eu un message d'erreur qui aurait dit que les données n'ont pas pu être jointes parce qu'il n'y a pas de correspondance entre le fond de carte et les données. Comme je viens d'importer un nouvel objet, j'ai à nouveau cette fenêtre de typage des données. Et là, je vais vérifier que tout est comme il faut. Et en fait, ici, j'ai la pop chom, c'est en fait le nombre de chômeurs. Et ce n'est pas un ratio, c'est un stock. Pop act, pareil, c'est la population active. Et pop hoc, c'est la population occupée. Donc tout ça, c'est des stocks. Donc il faut vraiment vérifier ce qui est marqué ici dans le typage des données pour indiquer le bon type. Voilà. Donc là, j'ai pu charger mes données. Si je clique ici en haut à gauche sur ce petit icône, je vais pouvoir avoir accès à la table des données, que je ne pourrais pas éditer, mais que je peux visualiser.
Et puis ensuite, je vais pouvoir faire une représentation. Donc ce que je vais faire ici, c'est que parmi les données que j'ai rentrées dans l'appli, il y a le pourcentage de résidence secondaire. Donc je vais pouvoir faire une carte de ratio, une carte choroplète, où en fait on va classer les valeurs de la variable. On dit aussi discrétiser. Et pour faire cette opération de discrétisation, en fait, on a besoin d'avoir un aperçu de la distribution statistique de la variable qu'on représente. Et c'est ce qu'on peut faire ici dans ce menu ici de choix de discrétisation, quand on clique sur la roue crantée. On a accès en fait à un menu qui va nous permettre de travailler sur la discrétisation de la variable qu'on veut représenter. Donc il existe plusieurs méthodes de discrétisation, que ce soit par intervalles égaux, quantile, une méthode basée sur l'écart type et la moyenne, d'autres méthodes basées sur des quantiles ou Jenks. Et donc, on va pouvoir choisir la méthode ici. Et puis, on a une petite visualisation de la distribution de la variable statistique avec quelques informations sur des paramètres centraux et de dispersion. On a le min, le max, la moyenne, la médiane, la variance, l'écart type, le coefficient de variation. Et puis, on a accès à un diagramme en barre. Et puis, hop. Et puis, on peut afficher sur le graphique en dessous quelques-uns des paramètres centraux. Donc ici, on est sur une distribution qui est très dissymétrique à gauche. On va utiliser une méthode qui se base sur les quantiles, qui permet d'avoir des classes qui sont pas trop... qui représentent un peu la distribution. Bon, il y a toute une littérature sur comment est-ce qu'on fait pour discrétiser correctement. Et ça, pareil, ça sera dans la documentation que je rajouterai une slide avec des références vers des manuels de statistiques. Simple et adapté à la cartographie. Et puis ici, on peut choisir la palette de couleurs qu'on va utiliser. Je vais rester sur... Ensuite, je vais appuyer sur dessiner le résultat. Et voilà. J'ai ma carte avec le taux de résidence secondaire par commune, avec la légende qui s'est affichée ici. Donc, comme d'habitude, je vais rajouter un titre. En fait, le titre de la carte, c'est « Où est-ce que les Toulousains passent leur week-end » Ouais, c'est ça. Bah, je vais mettre ça. Oui, alors c'est bien. Alors, par ailleurs, c'est une bonne remarque parce que quand on fait une carte, en fait, le choix du titre, c'est un élément c'est un élément important, c'est quelque chose principal, ça permet de comprendre la carte, etc. Et il est tout à fait possible de l'éditorialiser, en fait. C'est-à-dire que dans le titre, on va déjà apporter un début d'analyse de ce qu'on représente. Bon, je ne sais pas trop comment on est. Là, on n'est pas dans du vrai français, là. Peu importe. Donc voilà, qu'est-ce qui va manquer à cette carte? Il va manquer, par exemple, une échelle. Donc ici, je vais cliquer sur l'icône échelle et je rajoute. Donc ça m'a rajouté ici une petite barre avec marqué 8 km. 8 km, c'est bien, mais je peux double-cliquer dessus et changer le style.
Alors, changer le style, ça veut dire, au lieu de 8 km, je vais mettre 10 km, ce qui est quand même plus lisible, c'est plus facile à utiliser que 8 km. Je vais pouvoir mettre une flèche qui indique le nord. Je vais modifier un peu la taille le ratio de la carte. Donc là, vous voyez, j'ai modifié le ratio, du coup, il va falloir que je recentre la carte là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Je vais aller modifier la légende. Il y a une option ici pour avoir une légende horizontale. Et puis, je peux mettre le nombre de chiffres après la virgule. Ouais, et en fait, je vais mettre 0 chiffre après la virgule. Alors, vous voyez ici mon titre. En fait, là, par défaut, je ne peux pas l'écrire sur 2 lignes. Et ça écrase un peu la carte. Donc, ce que je peux faire, c'est utiliser l'annotation de texte, mettre un texte un peu n'importe où, mettre mon titre dedans. Le mettre en grand. Et puis là, ici, je vais mettre rien, en fait. Et c'est ça qui sera mon titre. Vous voyez, on peut utiliser les annotations pour remplacer les éléments de cartographie qu'on n'utilise pas ou qu'on veut paramétrer un peu plus finement. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Ce que je vais faire, c'est je vais rajouter une image de Toulouse sur ma carte, parce que c'est une carte que je veux illustrative, peu importe. J'enregistre l'image chez moi. Et puis ici, avec cette icône insertion d'un symbole, je vais pouvoir cliquer sur la carte. On me propose des symboles, c'est des pictogrammes d'une librairie qu'on a intégré directement à Magritte. Mais je peux aussi mettre une image que j'ai choisie moi-même. Quand je fais parcourir ici, vous ne le voyez pas, mais ça va ouvrir une fenêtre de dialogue. Je vais choisir mon image. Et ça va me la rajouter ici. Et je peux la mettre du coup plus grand. Sur Toulouse. Hop. Donc voilà, ce que ça veut dire que sur votre carte, vous allez pouvoir rajouter des logos, des éléments d'habillage. Si vous avez besoin d'avoir 36 logos, on peut les mettre. Et en fait, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un carton d'habillage, par exemple. C'est un carton de position. C'est ce que j'ai fait dans une des cartes que j'ai montrées tout à l'heure. En fait, vous allez faire une carte, vous allez la sauver en PNG ou peu importe, et puis ensuite, vous allez la rappeler pour l'afficher ici en pictogramme. Donc moi, tout à l'heure, j'ai fait une carte de situation de la Haute-Garonne. Et je peux l'afficher comme ça dans un coin. C'est comme ça qu'on peut composer pour avoir ces cartons. En fait, on va faire une carte dans un premier temps, on l'exporte, et puis on peut la réimporter ensuite dans Magritte en tant que pictogramme, en tant qu'image. Alors, okay. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on peut se dire « Ah, ben c'est bien, mais bon, là, il est 19h30, il est temps que je rentre chez moi, il faudra que je finisse ça demain. » Bref, c'est mieux de finir avant 19h30.
Du coup, ce qu'on peut faire, c'est aller ici en haut et appuyer sur sauvegarde d'un fichier projet. Donc là, j'appuie dessus, ça m'a enregistré en bas, là, ça dépend du navigateur, mais ça m'a enregistré dans là où ça enregistre les fichiers quand on télécharge quelque chose avec le navigateur, un fichier qui s'appelle Magritte _ project.json. Donc, OK. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais partir, je rentre chez moi, et puis le lendemain, je reviens. Je reviens face à cette page vide et angoissante, et je me dis, ah zut, je reprendrai bien là où j'en étais hier. Et ici, avec l'icône qui est en haut à côté de la disquette, on va pouvoir réouvrir ce fichier qu'on vient d'enregistrer. Donc, en fait, ça permet de sauvegarder les fichiers projet. Et ça, c'est assez alors, de les sauvegarder, puis de les transmettre, puis de les héberger où on veut. Et ça, c'est pas mal quand on travaille quand on donne des cours de cartographie, c'est qu'on peut donner un projet qui est déjà commencé, où on a déjà fait l'import des fichiers, un début d'habillage, etc. Et puis on va demander aux étudiants, bon, bah, maintenant, on en est là, vous finissez la carte avec tel type de représentation, etc. Donc c'est vraiment bien pour partager les fichiers, les sauvegarder, etc. Et donc par exemple, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai fait quelques petits projets pour aujourd'hui. Donc par exemple, donc là vous ne voyez pas, mais je suis dans la fenêtre de dialogue où je peux ouvrir un projet. Voilà. Donc j'ai créé ce petit projet ici, où j'ai fait la carte de situation de la Haute-Garonne, où j'ai les différents départements, etc. Donc ça, c'est un projet que j'ai enregistré. Et puis, j'ai créé une sorte de template avec tout un tas d'éléments d'habillage. Et en fait, c'est un template, c'est quelque chose qui va pouvoir me servir pour faire toutes les cartes dont j'ai besoin dont j'ai besoin pour le projet tuto Atmaté. Toutes mes cartes, elles vont pouvoir être faites comme ça. Donc là, j'ai fait un exemple avec la distribution de la population. Je peux aller ici, dans la gestion des couches. Je vais cacher cette représentation-là. Et puis, je vais faire une autre carte sur les logements secondaires, résidences secondaires. Je vais changer le titre. Je vais changer la légende, etc. Et voilà, j'ai en fait un modèle de carte où j'ai mis du coup les sources des données, des éléments d'habillage, l'Espagne, la carte de situation, l'échelle, l'auteur, etc. Et puis j'ai rajouté en haut une petite bannière, la bannière du site de Maté. Et je vais avoir toutes mes cartes qui sont dans ce formalisme-là. Et ce que j'ai fait du coup, là, j'en avais la carte que j'ai faite ce matin aussi. J'ai rajouté une petite ellipse indiquant la zone proche des Pyrénées. Et puis j'ai mis une petite annotation. Cette zone proche des Pyrénées est particulièrement attractive pour les Toulousains. On peut indiquer sur la carte elle-même, on peut mettre du texte, on peut quand même aller assez loin sans avoir besoin d'un logiciel de dessin vectoriel pour fignoler les cartes. Une autre astuce que j'ai utilisée aussi, c'est sur la couche des communes. J'ai utilisé ajouter une ombre à la couche. C'est ce qui fait qu'il y a une petite ombre à la couche. Ça permet de mettre en valeur l'une des couches qu'on utilise.
Alors, je vous propose de m'arrêter maintenant pour la démo, de prendre des questions et puis de vous montrer des trucs si vous voulez voir d'autres trucs. Enfin, si vous avez des envies, des besoins, je peux plutôt aller dans ce sens-là. Il y a des questions. Alors, il y a une question qui est restée sans réponse au tout début. Ta première démo sur la taille fixée est-elle mini ou maxi des cercles? Alors, c'était au tout début. Tu dois voir ce que c'est, taille fixée. Ah oui. La taille fixée, c'est maxi. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de faire des cartes qui sont comparables. C'est-à-dire que quand on va utiliser... je vais faire un exemple, pourquoi pas. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je pars de mon template ici. Je vais faire une première carte en cercle proportionnel de la population active occupée, où je vais fixer la taille du plus grand cercle à 60 pixels pour une valeur de 200 000. En fait, c'est un couple de valeurs qu'il faut voir. Voilà, donc là, je vais avoir une première carte. Donc ça, le titre, plus besoin. J'ai une carte de la population occupée avec le plus gros cercle qui fait 60 pixels pour 200 000 personnes. Et puis, je vais faire une deuxième carte de la population au chômage avec les mêmes seuils, avec les mêmes valeurs, avec la même valeur maximum, la même taille maximum correspondant à la même valeur maximum. Et en fait, ici, les cercles correspondent, c'est-à-dire que cette carte-là est directement comparable à celle-ci. Vous voyez le truc? Alors j'ai une question, est-ce que ce serait facilement utilisable en Afrique? Alors j'imagine que ici l'enjeu c'est peut-être la connexion Internet. Et à ce moment-là, il est possible, on en a parlé tout à l'heure, mais il est possible d'héberger soi-même sur son ordinateur avec Docker l'application. Donc là, éventuellement, chaque utilisateur aurait sur son ordinateur propre l'application. Mais ce qui est possible de faire aussi, on a au moins un cas d'utilisation, c'est de mettre Magritte sur un Raspberry Pi. Donc c'est des petites cartes ordinateurs qui coûtent 35 €. Et du coup, sans Internet, on peut héberger. Alors ça ne va pas être quelque chose pour faire pour utiliser avec 120 personnes et faire des calculs très forts, mais ça peut marcher comme ça, dans des situations où l'accès à Internet est compliqué. Donc ça demande très peu de ressources, alors j'en comprends, parce que... Disons que ça peut demander peu de ressources. Donc là, si vous avez besoin de faire des calculs de potentiel ou d'anamorphose ou de... Là, ça passe plus sur le Raspberry. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des calculs sont faits dans le navigateur de l'utilisateur. Alors, quand vous affichez des cercles proportionnels, quand il s'agit de discrétiser une variable, etc., ça se passe sur votre ordinateur. Par contre, quand il faut faire une anamorphose ou un calcul de potentiel, ça se passe sur notre serveur. Et là, à ce moment, la taille du serveur, de la taille du serveur va dépendre la rapidité, voire la faisabilité du calcul. Manuel prendrait bien la parole, je crois. Oui, merci. Merci encore pour la démo. J'ai une petite question un peu bête et peut-être un peu personnelle, peut-être qu'elle servira qu'à moi, donc je vous prie de m'excuser. Dans l'enregistrement du projet pour le réouvrir plus tard, systématiquement, en fait, quand je le rouvrais, le fichier JSON, les couches, le paramétrage des couches avait été un peu, remis à zéro, en fait.
Ça veut dire que, par exemple, là sur votre carte de la Haute-Garonne, moi j'avais centré, j'avais pas la même carte évidemment, mais j'avais centré le nom des différents départements, je les avais manuellement pour que ça soit un peu plus joli. J'avais modifié l'épaisseur des différentes frontières entre les départements, etc. Enfin, pas sur la même carte, mais disons que j'avais fait ça. Et alors quand je rouvrais le fichier JSON le lendemain, mettons, en fait, de nouveau, les noms étaient un peu en bazar, comme quand j'avais fait la première. Ouais. La première couche en fait, hein, avant que je la modifie, d'un point de vue esthétique juste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'un point de vue esthétique, c'est pas simplement un point de vue esthétique. Oui, alors, du coup, je devais recommencer le placement en fait, par exemple. Bon, alors votre question est embarrassante parce qu'en fait, oui, c'est un bug. Je m'en suis rendu compte aussi en faisant ces cartes-là. C'est qu'au début, j'avais pas fait de carte de situation. J'avais placé les noms des départements pile au bon endroit, etc. Et effectivement, quand on réouvre le projet, et ils sont remis par défaut au centre des départements. Donc effectivement, la position des labels ne survit pas à l'enregistrement. Ça, c'est un bug qu'il faudra corriger. Ok, merci. Ça m'évite de chercher pendant longtemps que ça se produise pas. Ok. Merci beaucoup. Alors, par contre, ce que vous auriez dû faire, c'était nous le signaler. Ouais. Parce que oui, mais je savais pas que c'était un bug. Je pensais que c'était juste moi qui ne comprenais pas. Oui, oui. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par rapport au filtrage des données et des valeurs. Alors, je pense que l'exemple que tu as donné tout à l'heure sur les tailles de population, il n'affichait que l'Inde et la Chine, c'est pas suffisant. Je ne sais pas si les personnes veulent préciser leurs questions à l'oral ou si ça te suffit, toi, Timothée, pour répondre. Je peux éventuellement préciser. Ouais. Bonjour, merci. Oui, je voulais savoir, par exemple, là, sur l'exemple qu'on a en visuel, si on peut afficher uniquement les valeurs à partir de 9800 et sans avoir les autres caractéristiques qui soient affichées et avoir uniquement certaines valeurs. Ce que j'ai compris que c'était possible au niveau des labels, mais savoir si c'est aussi possible au niveau des couches autres. Merci. Donc là, par exemple, il s'agirait de n'afficher que les plus gros cercles, en somme. C'est ça, par exemple. Non, mais c'est une demande un peu spéciale, parce que là, j'ai volontairement importé des données, et a priori, c'est celle-ci que je veux représenter. Alors, par contre, ce qui est possible de faire, c'est dans le fichier de données que vous préparez, c'est de ne mettre que les lignes dont vous avez besoin. C'est-à-dire qu'en amont, vous allez fournir les données que pour les communes au-delà de 9800 chômeurs. Et à ce moment-là, dans l'application, ne seront représentées que ces données-là. Ok, donc on a toujours un filtrage a priori et pas a posteriori. Ouais, c'est ça. Ça marche. Et alors, si dans mon jeu de données, je fais un autre champ ou une autre variable en fonction du vocabulaire, je me sers des valeurs un peu comme label, et par exemple, je mets que la taille de Toulouse, et puis l'autre taille, je sais pas moi, par exemple, Toulouse et Saint-Gaudens, et puis tous mes autres champs, enfin, toutes mes autres valeurs sont à blanc. Est-ce que je peux m'en sortir comme ça? Oui, sûrement. Sûrement. Mais c'est pas propre. Hein. Bah, on fait comme on peut. Hein. Ouais. Ouais, mais alors c'est de la même façon, faut le faire en amont, quoi. On peut créer un champ avec, oui, mettre à vide tout le reste. Oui, c'est possible. Oui. Mais du coup, c'est la préparation des données, quoi. On a mis vraiment peu de choses qui permettaient de modifier les données dans l'application. C'est quelque chose c'est une question qu'on a. C'est est-ce qu'il faut créer, à côté de Magritte, un outil de préparation, sélection des données, agrégation. Par exemple, si je n'avais que les communes et que je voulais les départements, il faudrait les agréger. Comment est-ce qu'on fait? Si je voulais calculer, représenter une CH, donc là, de la stat, hein,
Est-ce qu'il faut une appli à côté qui permet de faire des stats, rajouter des variables à un jeu de données, puis les envoyer dans Magritte? C'est une question qu'on s'est posée, mais ce qu'on a voulu surtout, c'était qu'au moins le contour de Magritte soit clair et que ça fasse pas le café plus la vaisselle plus la carto, quoi. Donc ça, on est sûr qu'on est bon de ce côté-là, mais il y a peut-être d'autres choses à faire à côté et peut-être des passerelles à faire entre Magritte et ces autres choses si elles existent. Alors pour l'instant, nous, on n'en est pas là, on n'a pas le budget ni le personnel pour travailler dessus, donc voilà, mais c'est des questions auxquelles on a pensé à un moment. Si vous êtes parmi les participants, il y a d'autres questions ou des demandes de précision, c'est le moment. Vous pouvez intervenir depuis vos micros si vous en avez, hein, sinon le chat est disponible. Et en attendant, tu nous avais un peu spoilé la roadmap en nous disant que ça serait pour plus tard. Donc tu peux toujours maintenant nous répondre à la roadmap. Ouais, la roadmap, en fait, c'est pareil, c'est un questionnement qu'on a, quoi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec Magritte, sachant qu'en fait le cœur a été développé, a été publié en 2017, mais du coup son développement a commencé peut-être en début 2016, donc ça commence à faire un certain temps. L'application, elle fonctionne bien, il n'y a pas de souci, elle va pas s'arrêter. Puis le fait qu'on utilise un container, ça facilite beaucoup l'hébergement et tout ça, donc il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Mais par contre, quand on va vouloir maintenant rajouter de nouvelles fonctionnalités, qui est-ce qui va le faire? Parce que nous, on n'a plus maintenant, on n'a plus chez nous de gens qui peuvent le développer directement comme ça. Qui est-ce qui décide ce qu'on va faire? Parce que maintenant que l'application est utilisée dans plusieurs universités, par plusieurs professeurs de cartographie, etc., moi je me demande si il n'y a pas un moment où on ne peut pas se rassembler pour prendre des décisions là-dessus, vu que c'est un outil qui est utilisé. Est-ce qu'on peut rendre un peu plus collégial le développement? Et puis comme c'est un truc comme tous les logiciels, peut-être qu'il faut tout casser et tout refaire, quoi. Bah, c'est les questions classiques de développement, en plus web. Donc toutes les librairies qui sont derrière, elles évoluent. Il y a toujours un moment où on se demande, il vaut mieux construire sur un truc ancien ou tout casser. Pour moi, c'est des questions légitimes. Du coup, je suis allée sur le Git là pour regarder en quoi c'était développé. Je sais pas si tu l'as dit ou pas au début, je me rappelle plus. Alors, c'est développé en JavaScript pour tout ce qui est côté client. En Python pour ce qui est des calculs sur le serveur, et ça interface les librairies GDAL, etc. Enfin, c'est les trucs, c'est le stack classique de l'OpenGeo, quoi. Et plus du Redis pour gérer les requêtes, etc. Enfin bon, c'est pas un logiciel, c'est un gros logiciel, quoi. C'est pas très simple, c'est pas très simple de rentrer dedans non plus. On n'a pas eu énormément de contributeurs. Il peut d'ailleurs être un enjeu aussi sur la suite. Est-ce qu'il ne faut pas construire directement un logiciel où la contribution est mieux encadrée, à mon avis, il faut continuer à travailler dessus. Il faut faire évoluer l'outil, mais il y a plusieurs chemins, il y a des choix à faire, quoi. Et perso, je pense que ce serait bien que ces choix ils soient un peu collectifs. Même si on veut bien assumer le développement, l'encadrement du développement, la maintenance, etc. Je pense que vu l'utilisation, ce serait légitime qu'on demande un peu de boulot de nos utilisateurs prescripteurs, hein, en gros les profs de carto, hein, pour ce développement, quoi. Justement, tu parlais de beaucoup d'utilisateurs tout à l'heure, et tu as beaucoup de retours sur ces utilisations, ce type de choses, justement. Ce qui bloque, ce qui aurait besoin d'être développé. Ben non, j'en ai pas. On en avait plus au début, parce qu'il y avait plein de trucs qui marchaient pas. Enfin,
avait pas plein de trucs qui marchaient pas. Mais disons qu'on a corrigé les bugs, quoi. Et là, on avait des retours. Maintenant, à vrai dire, je pense que le logiciel, il fonctionne et qu'on a peu de retours parce qu'on a peu de... Ouais, c'est stable et ça fait ce que ça doit faire, ça fait le boulot, quoi. Je pense que c'est bien ça, ouais. Mm. Mais voilà, d'un point de vue développement, on sait que ça pourrait être plus rapide, plus... Alors, je peux faire une démonstration de carte à double symbologie corrélate sur les cercles proportionnels, oui. Et est-ce qu'on peut rajouter des graphiques directement dans Magritte? Non. Il faut faire l'image par ailleurs et puis l'intégrer ensuite, comme j'ai montré là pour les cartons. Et l'essentiel des données vectorielles doivent être préparées avec un logiciel avec QGIS ou autre, effectivement. Ouais. Et alors, du coup, pour double symbologie, donc ce que je vais faire ici, je vais associer deux variables qui ont un lien entre elles. Donc, je vais ici créer une carte de stock et de ratio, où je vais faire des cercles proportionnels qui vont représenter la population active. Et dans cette population active, dans ces cercles, je vais représenter un taux de chômage. Et un taux de chômage avec ici, j'ai une distribution qui est quand même presque normale, c'est assez sympa. Donc je vais pouvoir choisir deux couleurs. Tac, tac, tac. Donc j'ai choisi une discrétisation pour le taux de chômage, pour la population active, et je dessine le résultat. Donc là, on va avoir des cercles proportionnels à la population active et qui vont être colorés en fonction du taux de chômage, avec une double gamme de couleurs. En bleu, les valeurs sous la moyenne, et en rouge, les valeurs au-dessus de la moyenne. Donc là, en fait, ce que ça fait, c'est que dans un même menu, dans ce menu ici, on va combiner les options à la fois des cercles proportionnels et des cartes corrélate. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer maintenant? Alors, je vais montrer les autres représentations. Donc, vous voyez ici, petit à petit, j'ai créé tout un tas de couches et elles s'accumulent. Donc, alors, d'une part, je vais commencer à avoir du mal à me souvenir de quelle couche représente quelle information, etc. Et puis ensuite, ça va finir par ralentir ma session sous Magritte. Et à terme, si j'en ai 150 ici, ça peut finir par planter le navigateur si vraiment on en a trop. Donc là, je fais un peu le ménage, je retire toutes les couches dont je n'ai plus besoin. Et donc je disais, je vais faire une carte de typologie, où en fait, dans ma table attributaire, j'ai catégorisé les communes en fonction d'une présence forte, moyenne ou faible du nombre de résidences secondaires. Et du coup, je peux représenter ça comme ça. Donc ici, j'ai trois couleurs principales. Enfin, j'ai trois modalités à une variable qualitative que je vais représenter chacune d'une couleur différente. Une fois que j'ai créé cette légende ici, en fait, en allant sur la roue ici, modification des couleurs, je pourrais, si je voulais, réordonner les modalités pour aller de faible à moyen forte plutôt que dans l'inverse. Et puis changer les couleurs. Ici, je pourrais mettre du rouge, du rose.
Un rouge un peu plus vif. Voilà. Donc là, ça, c'est un exemple de carte de typologie où on va représenter une variable qualitative. Ensuite, je pourrais montrer une anamorphose. Donc là, on va prendre... Il y a deux algorithmes, il y a deux types d'anamorphose qu'on propose. Alors, les anamorphoses, c'est un sujet à part entière, mais on propose une méthodologie créée par Dugnik et al. Où en fait, on va déformer les communes en fonction de leur valeur sur la population. Donc ici, les calculs peuvent prendre un peu plus de temps, parce que cette fois-ci, ils sont faits de notre côté chez nous. Alors les anamorphoses, ça déforme tout, donc du coup, le fond de carte derrière, il est parfois un peu inapproprié. Voilà, ici, les communes sont déformées en fonction de la variable de population. Comme autre représentation un peu sympa, on a ici ce qu'on appelle, ce que nous on a appelé les cartes en gaufre, où en fait on va pouvoir représenter plusieurs variables. Je pense que Damien a une réponse à sa question de tout à l'heure sur est-ce qu'on pouvait faire n'importe quoi avec Magritte ou est-ce qu'il y avait des frontières, des garde-fous. Ah oui, non, on peut arriver à faire n'importe quoi, sans problème. Non, mais je vais vous expliquer comme ces cartes en gaufre ici. En fait, on va représenter deux variables quantitatives. Donc ici, c'est la population de chômeurs et la population d'occupés. Et puis en fait, on va avoir une petite bille par ratio d'unités par carreau. Ici, on va mettre 10 000 par 10 000 personnes. Donc vous voyez ici, si on regarde sur Toulouse, on voit le ratio entre chômeurs et occupés. Bon, après, les données sont tellement... le département de la Haute-Garonne est tellement polarisé par Toulouse au niveau de la population que, voilà, pour le coup, c'est pas adapté d'utiliser ça ici. Et ça, effectivement, c'est un choix qui est laissé à l'utilisateur. Alors, on n'avait pas moyen, nous, de dire, bah non, laisse tomber, fais pas de carte comme ça ici. Voilà, ici, je vais faire maintenant une carte par carroyage. Donc, on va prendre la population des communes, et puis on va faire des carrés de 5 km de côté, et on va répartir la population des communes dans ces carrés. Et ça nous permet en fait de passer d'une maille irrégulière à une maille régulière, ce qui peut être assez utile pour la représentation. Et hop, je vais diminuer un peu le nombre de classes. Là, on a une simplification de la distribution de la population. Alors, comme d'habitude, on peut jouer sur l'épaisseur des frontières, etc. Alors, il y a des points que je n'ai pas abordés, alors notamment la possibilité de créer des cartes de lien. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. On a fait quand même, on a quand même la fonctionnalité. C'est pour faire ça permet de créer des cartes de lien et pas des cartes
de flux, c'est-à-dire on est dans des relations qui sont non orientées. On va créer un trait entre deux régions. Mais ça implique d'utiliser des formats de données qui sont complètement différents, pour les données en tout cas, des formats habituels de données attributaires. Donc c'est un peu compliqué. Et au final, bon, moi j'utiliserai Magritte pour faire des cartes de lien comme ça en passant, mais ce ne serait pas mon outil privilégié pour le faire. Alors, puisque tu parles de cartes de lien et de flux, hein, sans vouloir finir la session, en fait, notre prochain tuto, il sera sur Arabesque. C'est une plateforme en ligne qui a été développée par en partie des collègues de Lifstar, et qui permettra justement de répondre à ce besoin de représenter des cartes de flux ou de liens. Et c'est le prochain tuto qui aura lieu le 8 octobre prochain, hein, donc sur la même chaîne, comme on dit, quoi. Donc là, si ça vous intéresse, hein, revenez vers nous le 8 octobre et on en parlera et on rentrera vraiment dans le détail. Donc maintenant, je vois que Benoît se lance dans les pages de publicité. Néanmoins, justement, je me demandais, quand j'avais deux questions un peu imbriquées, c'est qu'est-ce que Magritte ne sait pas faire, en quelque sorte, et est-ce que, quand je vois, alors c'est peut-être parce que je suis pas cartographe, mais quand je vois tout ce qu'on est capable de faire avec Magritte, est-ce que ça vaut encore le coup d'utiliser des package R pour faire des cartes, ou est-ce qu'il faut mieux tout faire avec Magritte, quoi? Est-ce que tu peux nous donner les limites ou les avantages, quoi? Ouais, bien sûr. Alors, effectivement, est-ce qu'on peut tout faire avec Magritte? Donc, bon, voilà, il y a la limite des cartes de lien. Et puis, en fait, il y a toute une partie qui doit être gérée dans des SIG. Toute la préparation des données géométriques. Comment est-ce que tu passes des communes au département? Comment est-ce que tu peux faire des buffers et tout ça? Enfin, c'est tout un pan de la géomatique, mais qui est lié à la cartographie. Enfin, c'est une part de la chaîne de traitement qui n'est pas dans Magritte, quoi. Donc ça peut, on a encore besoin des SIG pour ce qui se passe en amont, en tout cas, sur la préparation des fonds de cartes, etc. Il peut y avoir besoin d'utiliser autre chose. Et ensuite, les travaux que nous on fait au RIAT, mais que d'autres font ailleurs avec d'autres packages, etc., sur la cartographie, en fait, on va aboutir au même type de représentation. C'est-à-dire, on va pouvoir faire des cartes en cercle proportionnel, des cartes en aplat de couleurs, des anamorphoses, enfin, tout ce qui est fait dans Magritte, moi, je peux le faire en R sans problème. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut utiliser l'un ou l'autre? En fait, ça va dépendre de l'utilisateur et puis de son but. Ce qu'on fait en R, l'intérêt principal, c'est la reproductibilité des résultats et l'unification de la chaîne de traitement. C'est-à-dire qu'en R, on va pouvoir partir du jeu de données jusqu'à la carte, tout dans le même logiciel sans changer de format. Là, toute la partie de traitement, préparation des fonds et tout ça, on peut le faire en R. Alors qu'on ne peut pas le faire dans Magritte. Et l'autre aspect, du coup, c'est si tu dois refaire la même carte, et que tu dois la refaire 6 mois plus tard, bah, tu ne peux pas te souvenir sur quel bouton tu as appuyé, sur comment est-ce que tu l'as centré, quelle méthode, quelle discrétisation tu as choisi, etc. Tout ça, c'est dans tout ce qui est interactif, hein, le cheminement, il est perdu. Quand tu es dans un langage de script, comme R, mais comme Python ou comme d'autres, en fait, tout est gardé, tout est conservé, tu sais exactement les choix qui ont été opérés et tu peux les montrer, on a un côté transparence, reproductibilité qu'on n'a pas dans Magritte. Dans Magritte, on peut enregistrer les projets et les relancer. Bon, c'est déjà pas mal, hein, mais c'est loin des standards de reproduction. Il n'y a aucune impression de tous les paramètres choisis, par exemple. Je peux pas. Non, on retrouve beaucoup d'informations quand même. Après, le fichier projet, tu peux l'ouvrir dans un éditeur de texte, c'est un fichier JSON et tu peux faire de la fouille à l'intérieur, mais c'est pas fait pour quoi. Oui. On n'a pas pris le parti de dire, ben voilà, le fichier qu'on sort, c'est pas un mémoire des choix qui ont été opérés. C'est quelque chose qui permet de réafficher la même carte. En R, l'objectif, c'est de faire la carte et de pouvoir la refaire. Et puis pareil, s'il s'agit de faire
de représenter 40 cartes, 40 indicateurs. Ici, dans ma grid, je vais quand même devoir taper les 40 cartes à paramétrer une à une, etc. Dans un langage de script comme R, on peut faire un script qui s'occupe de tout, quoi. Et toujours sur la reproductibilité, le fichier JSON, là tu disais je peux le rouvrir dans 1 mois, dans 6 mois, mais par exemple dans 5 ans, ça va continuer à s'ouvrir sous Magritte ou j'arrive pas, je connais pas du tout JSON, hein, j'ai aucune idée de savoir si c'est un standard ou si ça va être très lié à Magritte pour le réouvrir. Non, c'est lié à la version de Magritte. Oui. C'est pas un format d'archivage. Hein. Bon, c'est pas là on utilise, c'est un format qu'on a créé nous-mêmes. On n'est pas sur quelque chose construit pour l'archivage. D'accord. Le stockage. Donc j'ai un petit risque si je veux le réouvrir 5 ans plus tard. Ouais, même je dirais tu as un gros risque hein, parce que si on change si on modifie en profondeur l'appli, on va pas s'attacher au fait que, enfin pour l'instant on l'a fait, on a essayé de garder des fichiers projets qui s'ouvrent de version en version. Mais si on change en profondeur quelques éléments, ça ne sera pas forcément en haut de la liste des choses à conserver. On ne joue pas dans la même cour que ArcGIS. Hein. Tant du point de vue de l'ampleur que de l'objectif. Nous, on est vraiment... l'objectif de Magritte, c'est la cartographie et pas le côté système d'information géographique. Et pour la cartographie, moi je trouve que Magritte se débrouille pas trop mal. Mais, donc là, le flux de remerciements commence à arriver dans le chat. Juste une toute petite dernière question, parce qu'en fait, donc on a diffusé l'information du tuto sur Twitter, et je sais que ça a été suivi aussi par quelques enseignants au lycée. Tu sais s'il y a des utilisations au lycée par les profs ou avec des lycéens? Oui, il y en a. Alors, quelques-unes des personnes qui ont retweeté l'annonce, par exemple, je sais qu'ils utilisent, en tout cas pour créer les cartes pour leurs cours. Ça, c'est sûr. Après, d'utilisation par les lycéens eux-mêmes, je suis pas sûr. Mais j'ai été contacté, moi, fin 2019, par un enseignant de classe de seconde, je crois. Et je devais faire une intervention dans un lycée, 2 fois 3 heures, pour découverte de la carto, en fait. Avec tout l'aspect projection cartographique, etc. Enfin, c'était un beau projet qu'on n'a pas du tout fait en 2020. Bien, eh ben, écoute, Timothée, encore une fois, merci pour ta disponibilité, la qualité de ton intervention et puis les qualités aussi des outils que vous développez avec tes collègues, parce que c'est vraiment fort utile, hein, qu'on veuille faire de la science reproductible ou pas. Et je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir des outils et des projets comme ça, surtout avec une dimension collective. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, un grand merci. Et puis, à bientôt, je sais pas, peut-être pour une nouvelle version, une nouvelle mouture de Magritte ou sur un autre projet. Je sais pas si Damien ou Frédéric veulent contribuer ou ajouter quelque chose. Non, merci beaucoup, mais n'oublie pas d'annoncer la prochaine séance, hein, Benoît. Mais... Ah oui, c'est vrai. Il l'a déjà fait. J'ai un peu spoilé. T'as spoilé. Ouais. On se retrouve donc, c'est le 8 octobre prochain avec Arabesque, avec Françoise Bahoken, Étienne Combe et Laurent Gégou, pour parler justement de représentation de données de flux, parce que il y a d'autres enjeux, il y a d'autres liés à la structure des données, à la représentation, et donc on va discuter de ça dans la prochaine session et autour de l'outil Arabesque qui a été développé récemment par nos collègues de l'IFSTAR. Donc, merci à tous aussi, hein, à tous les participants, parce que c'est aussi comme ça que se font les tutos, avec vos questions et avec votre participation. Donc, on espère vous retrouver bientôt.
Voilà, merci, à bientôt. Et bravo à vous, en tous les cas, c'est vraiment superbe. Quoi, aux RIAT et aux développeurs, quoi. Merci.